Voilà, de retour pour la troisième partie, toujours ce débunkage actualité avec cet objectif vraiment 2017 qui continue. On va faire la suite du reportage, donc toujours sur RTL avec Nadir et Madna. Bon, je vais revenir sur tous les révoltes des banlieues en 2005, effectivement. L'État a fait appel aux grands frères. Déjà là, on a exclu les femmes, on a exclu les mères, on a donné le pouvoir aux grands frères. Et... Ah, ça c'est intéressant, il nous dit donc, c'est ce qui s'était passé à l'époque de Sarkozy, pourtant qu'il a autant fustigé ses grands frères. Et là où je pense que ce qui lui donne encore plus raison, c'est que cette politique des grands frères, elle a pris corps. Dans certains partis, on sait qu'à l'UDI, ils se sont appuyés essentiellement beaucoup, justement, en plus en Seine-Saint-Denis, pour mailler un réseau qui leur a permis d'ailleurs de remporter un certain nombre de villes, avec ces mêmes grands frères. Mais ça a donné tous les abus qu'on a pu voir, hein, à la mairie de Bobigny, c'était à Bondy aussi, où on a vu certains élus, ce que ça a donné, les comportements qu'ils ont eus, quoi. Les grands frères, c'est eux qui devaient gérer les quartiers. Et aujourd'hui, il y a un problème qui fait que ces grands frères se sont appropriés tous les lieux et on a une lâcheté politique et un déni politique qui facilite pas notre travail. Vous voulez dire qu'il y a Il y a un lâcheté politique, déni politique. C'est un euphémisme. Mais c'est un peu ce qu'elle reproche aussi. Alors, elle pourrait le balancer aux journalistes. Alors, les journalistes, évidemment, ils vont dire oh, la preuve, on vous invite. Mais bon, pour moi, on va pas, évidemment, on marche sur des œufs parce qu'on a peur d'aller au fond du problème, mais évidemment, puisque c'est tellement sensible, tellement à fleur de peau, dès qu'on va ouvrir cette question, vous êtes en danger. Vous devenez une cible. C'est une réalité. un petit peu de clientélisme pour acheter la paix sociale? Non seulement pas. Ah bah, clientélisme pour acheter la paix sociale, le moins qu'on puisse dire. Après, je veux bien, à leur décharge, pour faire l'avocat du diable des maires, leur reconnaître que quand on est dans une mairie et qu'on doit établir un consensus pour une population, il faut bien trouver des points d'accord, on ne va pas se friter tout le temps, on va essayer de trouver des solutions. Et donc les maires sont à la fois soumis à la nécessité de trouver un consensus pour conserver aussi, oui, un ordre civil et une paix sociale, c'est un peu logique, et à la fois réaffirmer ce qui reste de valeur ou d'identité française, bien qu'elle est constamment attaquée. Vous l'avez bien vu, regardez un petit exemple, même quand on sort de ces problématiques à Sevran, on fait vite fait un petit tour avec ce qui s'est passé, regardez, à la mairie d'Hénin-Beaumont, où un élu front de gauche attaque la mairie devant le tribunal administratif parce qu'il y a une crèche. Voilà. Donc c'est ça, cet esprit d'attaque sur l'identité. Attaque sur l'identité française constante qui arrive, vous voyez, des deux côtés. Hein. Vous avez à la fois les gens qui apposent leur ordre islamique dans les banlieues et à la fois une gauche qui, en plus, soutient insidieusement, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, cet ordre-là, mais en plus, elle aussi attaque de front l'identité au nom de la supra-laïcité, au nom de l'anti-France, hein, parce que tout ce qui est de près ou de loin ressemble à du nationalisme, ces gens-là n'aiment pas. Hein, voilà, ils n'aiment pas. C'est Christine Taubira qui dit « Je comprends ces jeunes qui partent en Syrie ». C'est Bernard Cazeneuve qui va vous sortir oui, partir faire le djihad n'est pas un délit. C'est comme ça, que ce genre de déclarations donc, pour lesquelles normalement on devrait vraiment s'étonner. Mais non, c'est ça pour moi le déni politique, donc à la fois des pauvres maires contraints sous pression en essayant tant bien que mal de gérer ce qui est en train de se passer, et des hommes politiques d'envergure nationale qui eux ont démissionné, voire cautionnent, puisque quand vous avez ces déclarations-là, et puis on peut vous en sortir d'autres, mais ils cautionnent réellement, c'est de la caution, puisqu'on vous dit que les mecs qui partent en Syrie faire le djihad, c'est pas un délit. C'est pas un délit de prôner le djihad. Donc si je vais là et je prône le djihad pour dire il faut tuer tous les chrétiens, etc., non, Cazeneuve nous explique que c'est pas un délit. Alors qu'au même moment, quand on me dit oui, tu prends la défense de Zemmour, bah oui, mais au même moment, quand j'entends ce pourquoi il est condamné, ou même d'autres, et je le dis, comme Boris Lelay, bien sûr, aussi c'est scandaleux d'être condamné pour des propos, hein, parce que ce sont des propos. Après, on est d'accord ou pas, mais c'est de l'opinion, c'est du débat, ça se joue sur un ressort intellectuel, mais on finit pas devant un tribunal pour avoir exprimé une opinion, sauf sous les régimes totalitaires. Et donc, il y a bien un totalitarisme aussi de la pensée de ce côté-là.
Un petit peu un grand clientélisme normalement, mais aujourd'hui c'est même plus acheter la paix sociale, c'est être de complice et responsable d'une situation malheureusement nationale. Et quand disent les... Voilà, et elle nous le dit, complice et responsable d'une situation malheureusement nationale. C'est-à-dire qu'elle admet enfin elle admet, de toute façon, elle nous met en garde, je dois dire, elle nous tire le signal d'alarme pour dire que c'est une situation nationale. Vous voyez, elle ne ramène même pas ça, justement, à Sevran, qui est la partie visible parce que ça a été mis en lumière par un reportage, mais qu'on aurait très bien pu faire ce reportage dans d'autres villes. D'ailleurs, on en a cité, Aubervilliers, Saint-Denis, Stein, Villepinte, Aulnay, et j'en passe. Donc il y en a énormément de villes où on aurait pu faire le même genre de reportage à peu de choses près. C'est quand même assez inquiétant de penser que le pays il est en train de glisser petit à petit vers une islamisation totale des quartiers. Ça va commencer dans les quartiers, puis après, forcément, il va y avoir des villes, etc., etc. C'est un ordre qui s'impose, et qui va s'imposer, je vous dis, en plus, naturellement, sous le phénomène de la pression démographique, qui est un facteur quand même d'indication réelle. Et quand on se balade, je sais bien qu'en France, on nous dit que les statistiques ethniques sont interdites, ce qu'elles ne sont pas d'ailleurs, c'est plus compliqué que ça. Mais en tout cas, on les utilise très peu. Donc on ne peut pas s'appuyer scientifiquement sur notre observation pour parler du grand remplacement. Parce que on va vous parler d'un sentiment, donc d'insécurité, sentiment de grand remplacement, mais qu'on va vous dire, vous n'avez pas les outils scientifiques pour appuyer votre démonstration, des statistiques, etc. Statistiques qui n'existent pas. Quand bien même, d'ailleurs, le camp d'en face, lui, a toujours plein de statistiques qui ne se justifient jamais, mais voilà, vous voyez les émissions de Roca Diallo, on vous sort toujours 60% des Noirs, 30% des Arabes, on ne sait pas d'où ça sort, mais en tout cas, en face, ils en ont des statistiques, visiblement, bon, c'est pas trop, mais visiblement, ils en ont. Mais nous, quand on explique quelque chose qui tient évidemment à l'observation, au bon sens, voilà, même s'il y en a encore qui nient, parce qu'ils disent non, c'est faux, quand évidemment la fameuse altercation qu'avait eu Zemmour avec Raphaël Glucksmann qui disait mais allez dans les banlieues, vous verrez, il y a quasiment plus de blancs, c'est une réalité sociologique, je suis désolé, bien sûr, il faudrait être hypocrite, alors évidemment, je vous dis, ils sont allés à Montreuil pour prouver, mais tout le prouve chaque jour, mon Dieu, mais voilà, allez voir, même quand on va interroger des élèves en banlieue, vous allez voir ce qu'ils pensent, on croirait que ces gens-là n'ont pas les vidéos de ce qui se passe, évidemment, sur Internet, je vous dis, cette espèce de vision globale, soit ils l'ont pas, soit ils la cachent, mais allez, qu'ils aillent et qu'ils se déplacent, qu'ils aillent voir ce qui se passe, voilà, qu'ils aillent observer un petit peu. Alors, voilà, ok, ça va repartir. Voilà. Les élus, quand dit par exemple le maire de Sevran, Stéphane Gatignon. Le maire de Sevran. Alors Stéphane Gatignon, on l'a vu dans le reportage de la Villardière, c'est le maire Écologie Les Verts, il est complètement dépassé. Il se moque du monde. Il a acheté une paix sociale en laissant le soin, justement, précisément, aux islamistes et à ces gens-là de gérer, puisque Nadia Remnada n'est pas en odeur de sainteté à la mairie, elle n'est pas soutenue. Ouais, elle n'est pas soutenue, cette dame. C'est ça qu'elle a raison quand elle parle de cette lâcheté des politiques. Les hommes politiques devraient la soutenir. On devrait encourager et voir le courage. Elle devrait être protégée, même. Comment se fait-il que, justement, le maire de Sevran, M. Gatignon, lui, non, il ignore, quand on le voit dans le reportage de la Villardière, il essaye de trouver des contorsions pour pouvoir expliquer « Non, mais ça, je suis pas au courant. Dans ma ville, quoi, il y a des djihadistes qui sont partis en Syrie. Non, je sais pas. Ah bon, il y a des écoles par la mairie. Il a l'air soit de découvrir, soit de nous enfumer. » Mais en tout cas, Stéphane Gatignon, il a l'image de ces maires qui, clairement, mènent une politique communautariste en favorisant cette communautarisation sous couvert d'électoralisme, parce que ce sont ces gens-là qui vont voter pour lui. Donc là, enfin, je résume, mais je pense ne pas me tromper. Sincèrement, quand vous allez voir ce qui se passe et pourquoi ce monsieur-là, il accepte autant de concessions. Il accepte parce que voilà, il veut être réélu certainement l'année prochaine. En tout cas, c'est sûr que ce monsieur, c'est un peu honteux qu'il ne soit pas à soutenir cette dame. Au contraire, qu'il l'enfonce, qu'il on ne sait pas. Par exemple, quand le reportage de la Villardière, il a quand même pris parti pour les voyous en nous disant que c'est la Villardière qui essaye de manipuler encore. J'ai trouvé ça surréaliste, qu'ils prennent le parti des voyous, quoi. Ouais. Ce sont les méthodes de la Villardière. Ces méthodes, mais de la Villardière, c'est quelqu'un
quelqu'un de bien élevé. Il vient, il dit bonjour. Hein, parce que ça, c'était la première excuse qu'on nous avait dit. Il n'a pas dit bonjour. Hein, comme si, d'ailleurs, quelqu'un qui disait pas bonjour, il méritait des coups de poing dans la figure. Non, mais faut quand même remettre les choses en place. On a l'impression de marcher sur la tête. Donc, de la Villardière, ce maire-là, M. Gatignon, il disait, ah oui, il mérite ce qu'il est arrivé. On ne sait pas trop ce qu'il cherchait à Sevran. Il n'a rien cherché. Il a montré ce qui s'est passé. Voilà. Et il a montré, surtout aux yeux de toute la France, sinon du monde entier, que la mairie avait complètement démissionné de sa véritable mission de maintenir la République dans les quartiers. Et c'est bien pour ça qu'il y a ce laxisme total et un autre ordre qui s'est installé. Parce qu'on nous dit des zones de non-droit, c'est vrai, c'est faux, c'est pas des zones de non-droit, c'est des zones de droit. Mais c'est pas le droit français. Mais ce sont des zones où il y a un autre droit. La preuve, puisque ce qui est le droit et pas le droit de le faire, ça a été signifié dans le reportage, puisque vous avez bien ces femmes qui se rendent dans un café où elles n'ont pas le droit. Hein. Donc il y a bien un ordre social, puisqu'il y a bien un droit qui a été établi, que les femmes puissent aller dans tel endroit ou pas, se balader dans la rue ou pas, dire telle chose ou pas. Donc ça, c'est bien un ordre social. Et cet ordre social, il a été décidé par évidemment un consensus communautaire, puisque dans ces villes-là vivent majoritairement des musulmans qui s'accordent. Et ceux, comme je vous dis, qui ne sont pas d'accord, de toute façon, doivent se soumettre à la loi des autres, puisque on nous l'a dit, regardez les témoignages, je veux dire, ça c'est hors du reportage, des gens nous ont expliqué, les femmes qui veulent pas se voiler, elles se voilent, elles sont obligées, et même dans le reportage, il faudrait pas faire l'hypocrite, parce qu'ils ne vont pas qu'à Sevran, ils vont aussi dans d'autres cités, et on voit une autre femme qui, elle, n'est pas musulmane, et qui explique qu'elle doit clairement s'habiller autrement, se faire disparaître dans l'espace public, pas mettre de jupe, pas mettre de maquillage, etc., pour passer en invisible. Et quand on lui demande pourquoi, elle répond parce qu'elle a peur. C'est ça la réalité. Et cette réalité-là, c'est ça le déni pour moi des hommes politiques, parce qu'eux, ils en ont rien à foutre. Ah là, évidemment, ah oui, quand vous êtes député, vous êtes conseillers généraux, vous êtes à la télévision, vous gagnez des salaires à 5 chiffres, oui, vous habitez dans des beaux quartiers, à Saint-Germain-en-Prés, des Prés ou ailleurs, forcément, vous ne vous préoccupez pas trop, évidemment, de ce qui se passe à Stains et Aubervilliers. Vous voyez ça très loin, un peu comme Ardisson qui vous dit les kebabs, c'est bien à Barbès, mais pas du côté de chez moi, rue de Rivoli. Voilà, en gros, les pauvres, allez-y, vivez dans votre monde de merde multiculturel. Nous, à la télévision, on pousse tout ça, mais par contre, à Saint-Nom-la-Bretèche et à Saint-Germain-en-Laye, j'aimerais bien rester dans mon petit espace tranquille. Voilà, ça, c'est ce qu'on nous vend depuis 30 ans, mais sauf que ce truc-là est en train de s'effondrer, la parole est en train de se libérer. Et ce n'est plus le fait, justement, peut-être c'est ça la dissonance cognitive, c'est plus le fait des petits blancs, justement, ce qu'on nous a dit pendant longtemps. Parce que, évidemment, un blanc qui tient ce discours-là, c'est un fasciste, c'est un machin. Donc, c'est bien qu'il puisse y avoir des gens comme moi, justement, pour le tenir et pour défoncer cette idéologie antiraciste, pour dire non, là, il y a dissonance cognitive, votre schéma ne tient plus, parce que on va justifier encore le dire que les gens, en fait, qui défendent cette idée-là, ils sont racistes, c'est d'horribles blancs xénophobes qui veulent rester entre eux et tout. Non, il y a des gens, non, comme moi, et il y en a, j'espère, plus que je le pense, parce qu'il faut, à un moment donné aussi, se rendre compte qu'on va être devant un choix. Et le choix, ce ne sera pas, pour moi, l'histoire réconciliation contre remigration. Non, le choix, c'est assimilation ou remigration. Parce que l'assimilation, ce ne sera pas seulement l'effet d'une proposition, c'est une nécessité absolue. Et celui qui ne veut pas prendre cette nécessité absolue, il a l'autre choix, la remigration. C'est-à-dire que celui qui accepte la francisation, il accepte l'assimilation. Mais celui qui ne l'accepte pas, il n'a pas vocation à rester. En tout cas, on peut lui signifier à tout moment de partir. C'est pour ça que moi, je pense que pour enlever aussi ce réflexe tribal, une mesure qui pourrait être l'objet un jour d'une loi, comment dire, vous savez, comme toutes les idées un jour, elles arrivent des fois au sommet. Mais en tout cas, voilà, moi, ce que je propose, c'est de faire une mononationalité. C'est-à-dire que la France ne reconnaisse qu'une seule nationalité, la nationalité française. Quand je dis ça, c'est-à-dire que tous les porteurs, tous les binationaux doivent choisir et abandonner leur nationalité.
celle qu'ils choisissent. Ils en abandonnent une des deux. Après, le choix est irrévocable, définitif. Mais voilà, celui qui a un double passeport, on lui dit maintenant c'est terminé. On ne reconnaît plus qu'un passeport. Il faut choisir. Vous êtes de telle nationalité ou de telle autre. Et tous ceux qui seront français, qui porteront l'âme de la France, ça ne leur posera aucun problème. Ça ne leur posera aucun problème. Mais au moins, les choses auront le mérite d'être plus claires et à tous les sens administratifs. Et attention, on accorde la nationalité, mais si on découvre que la personne a menti, qu'elle en a deux, qu'elle n'a pas déclaré, on lui retire la nationalité française. Ah, ça, c'est... il faut jouer le jeu jusqu'au bout. Et au moins, ça peut paraître comme ça, très dictatorial, c'est une mesure d'ailleurs plus symbolique qu'autre chose, mais les symboles des fois sont forts. Au moins, il y aura un attachement à la France, et moi-même, je le premier concerné, je peux obtenir, si je veux, une double nationalité, on me fera signer un papier en me disant non, je n'ai qu'une nationalité, c'est la nationalité française, je ne reconnais que celle-là. Voilà. Et ça, c'est des petits pas vers la refrancisation. En tout cas, c'est déjà, je pense, une proposition qui va dans le bon sens. Mon maire à moi, je vais dire Voilà. mon maire à moi. Vous voyez votre maire, vous lui en parlez. Mon maire à moi dit que c'est une minorité, qu'on stigmatise, qu'il est pour le vivre ensemble. Lui, moi, j'ai pas envie de vivre avec tout le monde. Et voilà. Alors, ça, vous voyez, le maire, il est pour qu'on stigmatise pas le vivre ensemble. Voilà, toute la panoplie du lexique de ces dernières années qu'on vous assène à longueur de temps, le vivre ensemble. C'est pas ce que ça veut dire, vivre ensemble, puisqu'on voit bien, les gens ne vivent pas ensemble, ils vivent à côté, ils vivent tous ils vivent entre soi. C'est pas le vivre ensemble, c'est vivre entre soi. Il faut quand même voir, voilà, le vivre ensemble, c'est une espèce de notion qu'on vous vend pour vous faire taire. Parce que comme si cette dame, elle souhaite pas vivre ensemble, mais c'est tout l'inverse, puisque cette dame, elle veut justement dire qu'elle peut avoir son droit en tant que femme quand même en France de se balader où elle veut et s'arrêter dans un café si elle veut et de pouvoir se balader dans la rue si elle veut. C'est quand même pas extraordinaire. Vous voyez, j'en reviens tout à l'heure au monsieur, le prof qui nous disait « faut du courage ». Ah bon, il faut du courage en France pour parler de l'égalité homme-femme? Non, il ne faut pas de courage pour ça, parce qu'on sait très bien que le sujet de l'égalité homme-femme, monsieur, vous pourrez l'aborder où vous voulez. Il faut du courage, parce que oui, il faut du courage pour pouvoir dénoncer un ordre qui s'est installé en banlieue. Et c'est exactement l'avant-garde de ce que font ces femmes. Et cet ordre qui s'est installé en banlieue, il porte un nom, c'est un ordre islamique. Et c'est ça qui dérange le fond, parce qu'on ne veut pas accepter de mettre les véritables mots sur les problèmes. Et pourtant, c'est tout, c'est exactement ce qui se passe. Et c'est pas une agression, c'est pas de la xénophobie, non, c'est juste le constat, c'est juste de l'analyse sur ce qui est en train de se passer en France. Et pas qu'en France. Mais bon, on va se contenter de parler de la France, mais c'est pas qu'en France, le problème, évidemment. Il est toujours comme tous certains élus. En tout cas, il y a d'autres quartiers où ça existe. On a Hélène qui nous appelle de Nice et qui veut témoigner, qui a fait le 32-10. Bonjour Hélène. Oui, bonjour. Bonjour oui, Hélène. Bonjour. Oui, écoutez, je suis de Nice, je suis née à Nice, j'ai 55 ans et je peux vous dire, j'ai habité à partir de l'âge de 4 ans dans un quartier qui s'appelle l'Ariane. Oui. Alors l'Ariane, connu, hyper à Nice, il y a des gens de Nice qui nous regardent, ils se reconnaîtront forcément, ils reconnaîtront le quartier en tout cas qui est extrêmement connu, quartier qui pose problème. Alors c'est un peu, vous l'avez remarqué, la dame, la première qui avait appelé tout à l'heure avait 46 ans, elle en a 55, donc c'est des gens quand même d'une certaine génération et qui vous décrivent à chaque fois, oui, un passé où il existait une paix sociale. Mais c'est lorsqu'ils vous parlent de la situation présente et de l'évolution que c'est là que vous prenez conscience de ce qui est en train de se passer. Vous avez dû en entendre parler. Sûr. Je peux vous dire que c'était, on vivait tous, vous aviez des Maghrébins, des gens du voyage, des Portugais, on vivait tous ensemble. C'était merveilleux, c'était un quartier merveilleux. J'ai quitté ce quartier à l'âge de 19 ans lorsque je me suis mariée, et je peux vous dire que j'y retournais de temps en temps, puisqu'à l'époque c'était encore faisable, mais maintenant, oui, là aussi, même à Nice, sur la Côte d'Azur, vous avez des quartiers où les femmes n'ont pas le droit d'aller dans certains endroits publics. Présidente fondatrice. Donc vous avez entendu, en France, en 2016, à Nice, sur la Côte d'Azur, un des endroits les plus riches du monde, la Riviera, l'équivalent de notre mini-Californie à la française, il y a des endroits où des femmes ne peuvent pas aller. C'est une réalité sociologique
de notre territoire et qu'il faut prendre en compte. Donc là, pour le coup, tout l'argument de la petite focalisation du problème sur un café de Sevran, on s'aperçoit que non. La preuve, quand on fait une émission radio, d'ailleurs, en 3-4 témoignages, vous avez des gens qui vous expliquent une situation similaire qui est en train de se produire ailleurs. De l'association La Brigade des maires, qui a été fondée à Sevran, en Seine-Saint-Denis. Estelle nous appelle de... Ah, alors, il y a eu un petit bug. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Voilà. De s'habiller comme elles veulent et d'aller dans les cafés. Pouvoir. Non seulement on prie, et on leur a donné le pouvoir, on les a installés. Parce que moi, je vais revenir sur les émeutes, tous les... Le maire de Sevran, Stéphane Gatignon. Eh ben, Oui, écoutez, je suis de Nice, je suis née à Nice, j'ai 55 ans et je peux vous dire que c'était, on vivait tous, je veux dire, vous aviez des Maghrébins. Voilà, je vais avancer un petit peu, voilà. C'était un quartier merveilleux. J'ai quitté ce quartier à l'âge de 19 ans lorsque je me suis mariée. Et je peux vous dire que j'y retournais de temps en temps, puisqu'à l'époque, c'était encore faisable. Voilà. Donc, cette dame, elle nous donne voilà, l'idée l'idée, en fait. Non, les faits, plutôt. Les faits qui se produisent actuellement en France, dans les quartiers, avec cette avancée, cette régression, en tout cas retour en arrière d'un ordre français mis en péril et remplacé petit à petit par un ordre islamique. Ça, c'est une question très importante. Et là, avant qu'on puisse passer aux questions, je voulais vous montrer aussi un autre reportage. Alors, celui-là est très très court. C'est une réaction, on pourrait dire, puisqu'il s'agit des assises contre l'islamophobie qui sont déroulées il y a à peu près une semaine, un petit peu plus qu'une semaine, à Lyon, qui a réuni un certain nombre d'associations musulmanes, et qui tient des assises pour expliquer évidemment l'islamophobie. Alors, l'islamophobie, je trouve, c'est vraiment pareil, une espèce de mot de novlangue, qui maintenant est au cœur des débats. Toute critique de l'islam, c'est islamophobe. C'est un peu comme le même parallèle que vous ferez avec les juifs antisémites. On a connu les plus grandes hystéries, ça sent un peu s'être calmé, mais vite fait, parce qu'on avait vu avec Poisson, c'était reparti comme en 40 sur une déclaration. Mais c'est exactement la même chose, c'est-à-dire c'est un ressort qui vous empêche de pouvoir vous exprimer. Et que toute critique, évidemment, taxée d'un racisme latent, un prétendu racisme latent, qui porterait l'intention de ce que vous expliquez comme, à chaque fois, un mécanisme qui permet à l'adversaire, en fait, de décrédibiliser le messager et d'occulter le message. Toujours la même mécanique. De présenter de photos, il n'y a pas photo comme on dit, les choses sont claires. Aujourd'hui, pour moi, je dis souvent en guise d'introduction, c'est pas de l'islamophobie, parce que la phobie, effectivement, ça se soigne. Moyennant un peu de pédagogie, un peu de connaissance de l'islam, on peut soigner ceux qui ont peur de l'islam. Mais là, c'est... Ah bon, la phobie, ça soigne. Alors, ce monsieur, il dit que l'islamophobie, ce serait quelque part une pathologie, puisque ça soigne. Donc, c'est un peu une pathologie mentale, soi-disant avec de la pédagogie. Je me demande bien quelle est cette pédagogie qui aurait des vertus réparatrices pour pouvoir effondrer des analyses, des raisonnements et des doctrines, parce que visiblement, vous voyez, quand on a des raisonnements qu'on a attachés, vous voyez, les gens, ils les lâchent pas comme ça. Alors, je me demande bien, vous voyez, encore des mots creux, oui, un peu de pédagogie, un peu de n'importe quoi, et un peu, on occulte le problème. C'est une guerre à l'islam, c'est une véritable guerre qui est orchestrée avec des soldats, avec des officiers, avec des généraux qui se trouvent dans les coulisses du pouvoir, qui se trouvent dans la classe politique, qui se trouvent... Ah bon? Donc il nous dit que c'est une guerre. Donc c'est pour ça que je me demande bien, c'est qui appelle à la guerre? Il nous dit que c'est une guerre contre l'islam avec
des gens au pouvoir qui mènent la guerre contre l'islam. Mais moi, je ne comprends pas ces gens. Je ne comprends pas. Ils me disent c'est la guerre contre l'islam. Mais moi, je vois le gouvernement qui fait exactement l'inverse. Il a créé la Fondation pour l'islam récemment sur les instructions du rapport de Hakim El-Karaoui de l'Institut Montaigne, dans lequel il préconisait même de mettre Jean-Pierre Chevènement à sa tête, ce à quoi ils se sont appliqués. Bon, alors, ils ont respecté les rapports, je ne sais pas, ça plaît ou pas aux musulmans. J'ai vu que le CFCM était de fait membre de l'association, etc. Donc, je ne comprends pas, c'est quoi l'histoire de dire, oui, il y a une espèce d'attaque généralisée, c'est tout l'inverse. L'État investit des millions, l'État, quand je dis l'État, via les collectivités territoriales, en fournissant des terrains sur lesquels on installe des mosquées qui, des fois, sont souvent, on le sait, financées par le Qatar, l'Arabie Saoudite, etc., et où on prête le terrain. Regardez ce qui s'est passé dans le 18e. D'ailleurs, on le voit dans le reportage de La Villardière, avec ce centre culturel qui a coûté plusieurs millions d'euros, qui a été attaqué par des associations de citoyens vigilants et qui ont réussi à faire condamner la mairie de Paris devant le tribunal administratif parce que c'était une violation de la loi et effectivement la mairie avait financé donc un lieu de culte qui est parfaitement interdit. Donc sous couvert, évidemment, vous savez très bien, des centres culturels, eh ben, on vous fait passer sans cesse des constructions de mosquées. Donc je vois pas, moi, ce que monsieur il me parle quand il me dit oui, il y a une espèce de pouvoir oppressant contre l'islam, etc. en France. Moi, je ne trouve pas qu'il s'exerce dans les notions qu'il dit. Et il suffit de voir, d'ailleurs, comme je vous le rappelais tout à l'heure, les déclarations de certains hommes politiques. Donc on n'est pas du tout dans cette vision, comme il a dit, à toutes les échelles du pouvoir. Il parle de guerre, c'est lui qui parle de guerre. Et guerre menée, il le dit à toutes les échelles du pouvoir, c'est-à-dire aussi bien le petit français que le français de l'élite. C'est un peu ça qu'il nous explique. De l'extrême gauche à l'extrême droite, et je pèse mes mots, je vais jusqu'à l'extrême gauche parce que j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Donc pour moi, je dis c'est une guerre, et quand on est en guerre, comme dit le Premier ministre, qui désigne ouvertement les ennemis de l'intérieur, quand il parle de l'ennemi de l'intérieur, on pense à qui? Honnêtement, on pense à qui? Le français? Les ennemis de l'intérieur, il est censé désigner les terroristes, mais c'est une réalité. Ou alors c'est une réalité qu'il refuse de voir. Mais il y a à la fois, dans le terrorisme, on a bien vu des gens qui commettent des attentats là-bas, qui viennent d'autres pays étrangers, mais il y a eu beaucoup de Français et d'Européens qui étaient nés là-dedans. Donc oui, ennemis de l'intérieur. Alors à un moment donné, il faudrait savoir, soit les gens, on parle d'eux comme des Français, puis on dit ennemis de l'intérieur, et ils disent ouais, mais attends, ils nous visent nous, soit on dit bah non, c'est pas des Français, etc. Et à ce moment-là, on va nous traiter d'islamophobes. Vous voyez un peu les contradictions quand même. Il pense à qui quand il entend qu'il y a un ennemi de l'intérieur? Vous pensez qu'il pense au Basque, au Corse, qui fait des attentats, qui pose des bombes, qui fait du séparatisme? Non, pense aux musulmans. Quand Manuel Valls et Sarkozy nous disent que... Oui, enfin, je voudrais quand même relativiser un propos sur cette affaire de séparatisme et d'attentats. C'est complètement anecdotique. Les Bretons, ouais, voilà quoi, qu'on fait sauter un McDo il y a 10 ans, et puis il y avait une pauvre meuf qui est morte, je crois, ou blessée. Voilà, les attentats des Corses, on connaît la situation en Corse, mais il ne s'agissait absolument pas de choses comparables dans les vagues d'attentats avec ce qu'on a vécu et ce qu'on vit depuis 2-3 ans maintenant, de façon régulière. C'est quand même presque indécent, je trouve, de comparer ces épiphénomènes régionaux, et d'ailleurs, qui ont beaucoup plus touché d'autres pays. Quand on parle de ce terrorisme régional, c'est quelque chose qui est bien plus propre à l'Espagne. On sait qu'il y a eu du terrorisme d'extrême gauche dans les années 70, avec les groupes Action Directe et les Brigades Rouges et compagnie en Allemagne, en Italie, sous l'impulsion de l'opération Gladio, des armées de l'OTAN, etc. Bon, nous faire toujours ce truc, on nous rappelle, ouais, le terrorisme régionalisme comparable au terrorisme islamiste, dans la tête des gens, je pense que non, pas du tout, c'est pas tellement comparable, surtout que, comme je dis, ce terrorisme, il a été très fort, voilà, dans des pays en Espagne, où là-bas, ils ont vraiment beaucoup plus tué des gens, avec des attentats dans Madrid, etc. En France, ce terrorisme régional, à part, si c'est quoi, c'est des gens en Bretagne, voilà, qui se baladent avec le Gwenadou, non, je pense que c'est un peu largement usurpé. Quand bien même, c'est vrai que c'était la vision aussi d'Asselineau en 2012, mais j'ose espérer qu'il a bougé sur cette position. La campagne présidentielle elle portera sur la question identitaire. Est-ce que vous pensez qu'il parle des mosques, ou de la choucroute de Strasbourg, ou de je sais pas quoi, ou du plat aux lentilles, de je sais pas quoi, non? Ah bah,
Il manquerait plus que la choucroute de Strasbourg ou le petit salé aux lentilles de Toulouse, c'est plus de l'identité française. Non, vous vous rendez compte? Voilà, mais c'est dingue. C'est-à-dire qu'il nous prend des éléments de la culture française, il nous dit, vous croyez que voilà, ça c'est français? Bah oui, mais c'est français, mais il faudrait que les Français se séparent, je vous dis, de leur identité. Et de toute façon, il va nous le préciser. C'est ça un peu là, qui est stupéfiant, je trouve, dans l'approche qui est donnée de la réponse. La culture musulmane, elle parle de nous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est la cible politique d'une véritable guerre qui est orchestrée contre les Africains. J'assume mes mots, je pèse mes mots. Parce qu'aujourd'hui... La cible politique d'une véritable guerre qui est orchestrée contre nous. Mais moi, je trouve que c'est un peu de la version accusatoire, dans la mesure où c'est pas une guerre qui est menée à l'islam, c'est une défense. Parce que quand il se passe ça dans un quartier, qui c'est qui est légitime? Est-ce que c'est les Français d'imposer un ordre français? Ou alors, ce monsieur va nous expliquer que non, c'est un ordre islamique qui doit s'imposer. Et c'est ça que je trouve hypocrite dans la posture de ces gens-là. C'est qu'ils n'aiment pas la France, ils se mettent en dehors de la France, ils nous disent la France nous veut du mal, la France elle a tous les maux du monde, ce qui est complètement faux en plus d'un point de vue du rapport de l'État, parce que tout prouve exactement l'inverse. L'État et les médias, tout prouve l'inverse, absolument tout. C'est vraiment, alors là, un tropisme total, quand on essaie de nous expliquer que, oui, l'État mène la guerre contre l'islam. En France, c'est n'importe quoi, personne n'y croit, absolument personne n'y croit. Moi, je disais il y a quelques années, déjà que j'ai demain, peut-être ton fils, tu pourras plus l'appeler Mohamed et Fatima, sous prétexte que tu es culturellement radical. Sous prétexte que tu es culturellement radical. Non, et c'est là qu'il... Voilà encore le débat sur l'identité, parce que ce monsieur, il estime qu'il doit continuer à exercer sa culture, et que, au sens où il impose sa culture à la France, et c'est à la France d'accepter sa culture. Et il n'accepterait pas, justement, qu'il soit contraint à faire des concessions culturelles à la France. Il n'accepte pas ça. Alors cette concession culturelle devrait être naturelle. Et pourtant, si elle ne se fait pas, c'est bien que la personne n'a pas envie d'aller plus loin, n'a pas envie de s'assimiler. Puisque la concession culturelle s'arrête. Il vous dit, oui, on va m'imposer une concession culturelle. Ah, moi, je refuse qu'on m'impose quelque concession culturelle que ce soit. Il faut être dans le move. Et on trouve même des cautions religieuses qui sont en train d'avancer dans ce sens. Dire qu'il faut abroger certains versets du Coran, comme si c'était le Pif Gadget ou je sais pas quoi, ou le Figaro machin qui voulait enlever l'article. Genre on en est là. Enfin, arranger les versets du Coran, je crois pas que l'État a demandé qu'on arrange les versets du Coran. Là, il exagère. Après qu'il y ait une discussion entre musulmans de façon théologique pour s'entendre sur des aspects de leur religion, ça c'est un débat musulmano-musulman. Et tant mieux qu'ils aient ce débat-là, mais qu'ils viennent nous dire que l'État cherche à faire modifier des versets du Coran, mais c'est une usurpation totale, c'est absolument fou. Voilà, la seule chose, on leur avait demandé une concession en 90, de faire signer aux imams de France le fait que l'apostasie ne pouvait plus être châtiée de mort et qu'il y avait la liberté religieuse, et tous les imams à l'époque avaient refusé de signer, c'est ça la réalité. Donc quand ils nous parlent d'aller modifier le Coran, je ne vois pas qui a eu cette idée, ou qui a même émis le fait d'une idée de dire on va modifier le Coran, je sais pas. Dans la fondation de notre maison, notre identité profonde, notre spiritualité, notre religion est aujourd'hui attaquée ouvertement. Et on trouve... Notre identité profonde, notre religion. Donc, notre identité profonde. Donc, il se définit bien, lui, comme l'islamité, comme son identité. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Mais tout ça, c'est ce qui se transparaît dans le discours, évidemment, hein, parce que peut-être que si je le reprends, il va me dire « Oui, mais attends, la double identité, le machin. » Mais il le dit, c'est notre identité profonde. Donc l'identité profonde, en plus, il a bien ajouté l'adjectif quand même qui correspond, c'est profond. C'est pas, il vous a pas dit notre identité superficielle, notre légère identité, ma double identité. Non, notre identité profonde. Et c'est celle-là qui dit qu'elle est attaquée, celle-là. Et donc ce qui prouve bien aussi de fait que son identité n'est pas l'identité française, puisqu'il définit que la France attaque cette identité. Donc... des gens dits de chez nous qui sont en train de cautionner ces choses-là. Que ce soit le CFCM, par son silence criminel depuis des années, où on vote des lois islamophobes, où on les insulte. Alors, le CFCM, voilà, qui serait évidemment l'alpha et l'oméga du bien et du mal, parce qu'il ne défendrait pas les actes islamophobes,
Le CFCM, de toute façon, il y a le CCIF, apparemment, qui est quand même sur le coup, qui le fait très bien. Le CFCM, c'est une organisation, vous savez, qui est issue de ce qu'avait essayé de faire Sarkozy, qui est toujours, parce que depuis 25 ans, dans ce pays, on essaye de créer, en fait, une institution musulmane, et on appelle ça, cette chimère s'appelle l'islam de France. Voilà, c'est une chimère depuis 30 ans, quasiment, depuis l'affaire, en fait, des voiles de Creil, où on a tenté de trouver une solution. C'est-à-dire en se disant, on va mettre des représentants musulmans qui vont permettre d'établir un dialogue avec les autorités et de trouver, je dirais, des consensus, certainement, un dialogue, en tout cas une espèce de voie, de voie commune pour établir un islam de France. Ça fait 30 ans que ça ne fonctionne pas, parce que les représentants ne contentent jamais les musulmans ne sont pas contents des représentants. La preuve, ils fustigent encore le CFCM. Il y a toujours des organisations. Il y avait l'UOIF, l'organisation, vous savez, l'Union des organisations islamiques de France, qui est complètement affiliée aux frères musulmans, qui avait à l'époque intégré le CFCM, et puis qui avait été mis dehors, qui avait été intégré d'ailleurs par Sarkozy à l'époque. Il y a eu des clashs, etc. Donc vous voyez, personne, il n'y a pas d'interlocuteur en fait, clairement. Et pourtant, on va reprocher en disant, l'État essaie de faire quelque chose. C'est vrai qu'ils essaient de faire quelque chose, mais ça fait 25 ans et ça ne porte aucun fruit parce que ça ne satisfait personne. Et même les musulmans, la plupart des musulmans du quotidien, ils rejettent ces institutions-là, ils ne se reconnaissent pas en elles et ils n'aiment pas qu'on parle à leur place. Donc vous voyez, c'est presque insoluble comme problème. Exactement, les Auvergnats, vous vous rappelez, c'est le gens du CFCM qui sont montés au créneau pour défendre l'ONU. Ça mec bien. Fagil Amara a dit non, il voulait viser les Auvergnats. Rappelez-vous tout ça. Donc le constat, c'est bon, on arrête là. Moi je dis maintenant, il faut regarder loin. Et qu'est-ce qui se passe là? Moi je vous parle. Le constat, on arrête là. Moi je dis, il faut regarder loin. Alors le constat, c'est quoi? Le constat, je dis, on en revient à la même question. C'est l'assimilation, au sens, une question que lui va refuser, parce qu'il va me dire, non, moi je ne vais pas contraindre mon identité profonde, je ne veux pas modifier mon logiciel. Et qu'est-ce qu'on va expliquer en face aux Français? Parce que eux aussi, alors, c'est les Français qui doivent modifier leur logiciel, qui doivent modifier leur identité profonde, eux à leur tour, pour pouvoir faire la place pour une autre identité. Parce qu'il dit, non, mais il ne tire pas les conclusions. Parce que c'est quoi les conclusions? Je dis ça tout à fait, mais on va voir les conclusions. Il en tire quand même des conclusions. Un petit peu avec le recul, ça fait 40 ans que je milite sur ces problématiques-là, entre autres choses. Et je me rends compte de quoi? C'est que les sociétés en 40 ans, elles évoluent, elles avancent vers plus de liberté, plus d'égalité, plus de droits, plus de justice. Toutes les sociétés avancent vers plus de droits, plus d'égalité. Non, c'est pas le propre de toutes les sociétés. C'est un propre d'une espèce de postulat de la modernité, mais qui est assez étonnant pour des gens qui revendiquent justement une doctrine complètement rigide qui, elle, n'a pas évolué depuis 1400 ans, et ils nous expliquent que la société devrait aller vers plus d'égalité, plus de liberté. Mais en fait, s'ils se protègent derrière, pour moi, cette notion d'égalité et de liberté, pour imposer au nom de justement cette liberté individuelle, un dogme et une doctrine qui, elle, est collective. Et c'est ça l'hypocrisie de ce discours-là. C'est qu'il nous parle, voilà, comme je vous dis, d'égalité, de liberté, de valeurs, en fait, presque, que personne ne peut remettre en cause. Mais quand on y réfléchit bien, il faut voir qu'est-ce qu'on y met dans ces valeurs et pour quoi faire avec. Parce que la liberté, oui, mais c'est la liberté de qui, de quoi? On régresse. Les musulmans régressent. Pourquoi? Parce qu'il y a 40 ans, moi j'ai commencé en 1976 à militer avec le MRAP, par exemple, on défendait les travailleurs immigrés, on défendait les victimes de racisme, victimes de discrimination, quelle que soit leur couleur de peau, leur religion, il n'y avait pas de différence, on ne cherchait pas. Aujourd'hui, moi j'étais en Tunisie pendant l'affaire du Burkini, vous savez l'image qu'on voit de l'étranger? Les musulmans attaqués par la France, les musulmans seront encore cuits sur eux-mêmes, en gros c'est la guerre de la France contre les musulmans. C'est pour ça que je parle. Ouais, ça c'est comme ça qu'on peut aussi nous présenter de façon très simplifiée les choses. Sauf que, encore une fois, pour moi, que l'affaire du Burkini, comme toutes les affaires, c'est parce qu'on veut se cacher derrière le petit doigt et ne pas dire le problème. Alors, le ministre, ça le dérange. Le monsieur, il dit, oui, il y a 40 ans, c'était pas comme ça, nous on défendait, etc. Mais il y a 40 ans, la situation n'était pas la même. Il y a 40 ans, il n'y avait pas une présence aussi massive et aussi visible de ce qu'est l'islam aujourd'hui en France. C'est quand même pas comparable. Il y a 40 ans, on parle quand même donc il y a 40 ans, quasiment les années 70,
hein, pour pas dire la fin des années 70, bah, je suis désolé, la situation, donc je peux en parler pour l'avoir vécu, elle a complètement, mais complètement changé, ça a complètement transformé, complètement muté. Ce n'est pas comparable, évidemment, la situation laquelle il évoque il y a 30-40 ans et ce qui se passe aujourd'hui. Mais j'ai l'impression que toujours le déni de ne pas vouloir observer la situation telle qu'elle est pour nous en revenir. Bon, bah oui, mais c'était mieux avant. Mais la situation aujourd'hui, et quand il nous dit, oui, les Français aujourd'hui sont la France qui sera agressive, mais la France, c'est pour moi une réaction de défense immunitaire parce que les Français sentent venir justement ces changements, sentent venir et sentent que c'est leur logiciel qu'on veut changer et ils ne souhaitent pas qu'on s'attaque à leur logiciel. Au contraire, ils vont formuler un rejet très sévère et c'est normal. Et c'est normal. Et je trouve que ce monsieur, il s'égare, hein, j'aime pas trop ce mot, mais il s'égare un peu dans le débat parce qu'il refuse, voilà, pour moi, il refuse de voir la réalité, c'est que les gens se défendent, lui, ce qu'il interprète comme une attaque. Bah, les autres, c'est une défense, alors qui attaque qui? Parce que les autres, ceux qui disent, oui, qui attaquent l'islam parce qu'ils vont faire une loi, par exemple, pour empêcher la burqa, ce n'est pas une loi, c'est une loi de défense, c'est parce que justement, on voit toutes ces burqas et les gens, eh ben, ça a fini par tellement, si vous voulez, porter le débat auprès, parce que c'est comme ça, le débat part de la base, et puis en plus on sait que cette initiative de loi elle a été lancée par certaines personnes qui ont réussi à la faire porter jusqu'au niveau politique, où c'est devenu une loi, mais c'est une réaction de défense, parce que les gens, c'est un peu « cachez-moi ce sein que je saurais voir », parce qu'on, voilà, c'est une façon de cacher un peu l'islamisation telle qu'elle est dans la rue de façon visible, réelle. Mais cette loi, on s'aperçoit qu'en Europe, maintenant, d'autres peuples, d'autres pays, en tout cas, cherchent à s'en inspirer. On a vu, ils cherchent à le faire en Allemagne, en Angleterre, en Hollande. Hein, et la France étant le seul à avoir adopté cette loi, pour moi, qui constitue un réflexe tout simplement de défense immunitaire, pour dire, voilà, on ne veut pas trop voir non plus le paysage tel qu'il est se changer, même si c'est un peu un cotère sur une jambe de bois, ça ne sert pas à grand-chose. Mais au moins, ça a sa vertu peut-être de déclencher des réactions et de pouvoir en débattre. C'est l'image qui est renvoyée. Et on se rend compte aujourd'hui, on est au moins 4 ou 5 associations à lutter contre l'islamophobe, mais c'est une mascarade, excusez-moi, avec tout le respect que j'ai pour toutes les associations. Dans le CRI, moi, le CRI, c'est un outil, et je vais vous dire pourquoi on l'a fait. Parce qu'en 2008, j'ai rencontré les responsables du CCIF, Samy Deba et Mila Charef, la sœur qui est juriste. Je leur ai dit, le combat de l'islamophobie, c'est un combat éminemment politique. Ce n'est pas juridique. Parce que le droit, il est fait pour t'enlever tes droits en tant que musulman. La preuve, c'est qu'on fait une loi d'exception dans l'éducation nationale qui exclut la jeune fille avec foulard. Ah, une loi d'exception dans l'éducation nationale qui exclut la jeune fille avec foulard. Et il le dit bien, il faut porter le combat au niveau politique. Hein. C'est très important ce qu'il dit avant, mais on va y revenir. Mais voyez, il remet la loi sur le foulard. Pour lui, c'est une loi contre, évidemment. Alors que cette loi, encore une fois, c'est encore une réaction de défense immunitaire. C'est que depuis 90, et cette fameuse affaire des voiles de Creil, ça avait porté un débat, évidemment, au niveau politique, où tout le monde avait dit « mais qu'est-ce qu'on fait dans les écoles, etc. » machin, et tous les proviseurs qui étaient confrontés à ce problème. Et puis, in fine, ils ont décidé de faire une loi au bout de 15 ans, quand même. Et puis, parce que la gauche avait laissé faire en disant oui, c'est les chefs d'établissement qui vont décider. Ce qui provoquait inégalité totale, des problèmes à répétition comme c'est pas permis. Et tout ça, c'est abouti à une loi. Alors lui fustige cette loi, mais cette loi, elle contente évidemment tous les personnels. Et encore une fois, pour moi, ce sont juste des réflexes de défense immunitaire, parce qu'il ne faut pas oublier que la France, c'est une identité très forte, une culture très forte. Donc elle ne va pas se laisser non plus cruncher comme ça. Ce serait illusoire de le croire. On interdit à nos mamans d'accompagner les enfants dans les sorties scolaires. On est en train de préparer une loi pour interdire l'université, le foulard à l'université. C'est qui fait ça? C'est pas les piscines du coin, c'est l'administration française, c'est les autres. C'est pas l'administration française, c'est l'administration française qui le fait de toute façon sous la pression même des Français. C'est ça qu'on veut occulter du débat. Qui demande ces mesures-là? Qui s'inspire de ces mesures-là? Ben, c'est les Français. C'est les Français qui le demandent. Et je suis certain que si vous réalisiez un sondage
auprès des Français, vous verrez qu'ils acquiescent dans leur grande majorité ces lois-là. Et peut-être que bien, ils voudraient même des lois qui aillent encore plus loin. Donc nous dire qu'il y aura une administration raciste avec des gens mal, non, c'est que c'est les Français. L'administration, elle est même, si sur certains sujets elle ne l'est pas, mais elle va aussi refléter les avis des gens. Donc nous dire, oui, c'est qui fait ces lois. De toute façon, ces lois-là, elles sont en plus d'inspiration citoyenne. Hein. C'est pas vraiment des partis politiques qui les ont inspirées. Les femmes politiques. Donc moi je dis aujourd'hui, si on a créé cet outil à nous, c'est pour dire le combat est sur le champ politique, éminemment politique, avec un grand P. Parce que sur le constat. Voilà. Donc, le combat se situe sur un champ politique, un grand champ politique avec un grand P. Et c'est ça le prochain enjeu, à mon avis, qui va se passer dans les prochaines années, c'est que toute cette communautarisation, elle va s'exprimer dans un corps politique. On va finir avec des partis politiques, des partis communautaristes. C'est une évidence. Il y aura, et c'est ces partis, peut-être bien même, qu'on peut parier que le Parti socialiste va passer des accords avec ce type de parti. En tout cas, c'est évident que ce type de parti va devenir très important dans ce pays, ailleurs, et que toute cette vision va prendre corps politique. D'ailleurs, il enjoint les gens à faire ça. Il leur dit, allez-y, faites de la politique avec un grand P. Donc, c'est-à-dire qu'il leur dit, engagez-vous, prenez des responsabilités. C'est ce que fait un peu le CCIF. Et en plus, il porte bien les questions où il faut sur le plan du droit, hein, sans passer par des revendications qui pourraient paraître communautaires, théologiques, quelque chose qui enfermerait. Non, on parle de droit et de liberté. Donc, on parle bien, effectivement, d'un enjeu politique. Et donc, c'est au nom de ce droit et cette liberté qu'il y a cet ordre qui va s'imposer à nous tout doucement. Alors, voilà, je vais prendre les questions qui restent. Allez, j'en prends quelques-unes jusqu'à la fin. On me dit, c'est quoi l'objectif 2017 ? Il y en aura certainement beaucoup. On dévoilera tout bientôt, au fur et à mesure. Il faut y aller petit à petit. Voilà, on ne va pas tout... c'est comme une surprise. On n'allume pas la lumière tout de suite. Alors, on me dit, que tu penses-tu l'histoire du Pizzagate, réelle ou la pire hoax de l'histoire ? Il y a pas mal d'éléments. Après, faire le lien, plonger tout cru dedans, ce serait peut-être un peu compliqué, mais oui, il y a beaucoup d'éléments. Nous, on a même relayé des trucs, il y a des trucs quand même un peu troublants, en fait, quand on met le nez dedans, comme dans toutes les affaires. Après, on n'a jamais la vérité intégrale. Alors, penses-tu qu'il est envisageable qu'une série d'attentats se déroule au début 2017 et que les élections présidentielles soient reportées à une date ultérieure, sous couvert d'état d'urgence ? Possible, pourquoi pas, oui, des attentats. Il paraît qu'il y avait hier une alerte attentat et des militaires un peu partout. J'ai vu même une vidéo tournée, on nous avertissait qu'il y avait des attaques imminentes. Et il est vrai que dans Paris, on voyait des militaires partout, sur les toits, etc. Donc oui, le risque d'attentat, il est encore réel. Ce qui se passe à Alep, où on voit bien que l'armée a avancé, bon, même si apparemment Palmyre est tombé, voilà, ça devient, mais bon. Mais l'armée russe et syrienne ont réussi à libérer Alep. Du coup, on risque de voir débarquer ici, on le pense, des djihadistes, voilà. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'on fait d'ailleurs avec, hein, ils sont français ou pas ? Parce que ça, c'est une question. Parce que moi, on me parle, mais est-ce qu'ils sont français, eux, qui sont partis se battre là-bas, délibérément, contre la France? On va me dire, oh non, mais c'était contre Non, mais c'était contre la France. De toute façon, c'est des gens qui étaient en rejet total de la France, de la civilisation occidentale, etc. Et pourtant, ces gens-là, maintenant, on nous demande il faille les réintégrer, voilà, et quoi, peut-être comme en Suède, leur donner du boulot et des massages, des cours d'escrime, je sais pas. Mais je trouve que la question se pose, quoi. Et de façon très sérieuse, parce qu'ils sont quand même un certain nombre à revenir. Mais est-ce que la communauté nationale, c'est à elle d'assumer ça, c'est à elle de les prendre en charge et de les réintégrer dans cette communauté? Alors, on me dit, mon père et ma mère sont nés en Algérie, ils parlent assez bien français, donc il est impossible qu'une personne en France allant à une école obligatoire ne pas savoir parler français. Ton histoire de Macron, c'est du pipeau. Je te sens un peu hypocrite en appui, c'est dire. Bah oui, mais sauf que, mon cher, il va falloir aller pousser la fonte un petit peu encore et aller vérifier, parce que l'histoire de Macron, je ne me permettrai pas de raconter quand même une énormité
de ce point-là, avec une image qui est plus que vérifiable absolument partout. Son discours, il est sur Internet. Et l'anecdote que je vous ai racontée, c'est pas moi qui la raconte, encore une fois. Le messager, vous voyez, vous avez un GG en action, il vous inverse l'accusatoire. Oui, c'est toi qui es faux. Alors je raconte une anecdote, mais le fond de l'anecdote, c'est pas moi qui l'ai raconté, c'est lui. C'est lui qui nous a dit, dans l'anecdote, cette femme est née à Anderno. Je crois bien que c'était le bled dans l'est de la France. Voilà, donc c'est pas moi qui l'invente. Donc à un moment donné, il faut aller pousser la fonte les GG, hein, parce que vous êtes faiblards en ce moment. Alors, niveau argumentation, hein, parce qu'il y en a encore Narvalo qui comprennent différemment. Aujourd'hui, ce sont les Français qui ont comme espoir de changer les hommes politiques actuels. Pensez-vous que les hommes politiques actuels sont aussi comme espoir de changer de Français? Ah oui, ah bah non, mon cher, je pense qu'ils en ont fait un plan. Parce que le plan du grand remplacement, c'est un changement de peuple. Donc ouais, je pense que les hommes politiques, ils se contentent très bien de ce changement de peuple, ils vous l'expliquent à longueur de temps, et maintenant on vous le montre à l'image, etc. Donc non, eux, ça leur pose aucun problème. Tant qu'ils sont payés dans leurs privilèges, et voilà, ils vous vendent du rêve, bon, ça les dérange pas. Alors, on me dit, concernant l'embauche au travail, les recruteurs ont tendance à privilégier les noms à consonance hexagonale au profit de ceux à consonance maghrébine. Telle est la conclusion du testing auprès de 40 entreprises dévoilées. Et quel est ton avis? Ah, mais ça, c'est une excellente question, mon cher Cal. Eh bien, mon avis, c'est que, justement, on a voulu trop occulter ce problème du prénom et du choix du prénom. Et la conséquence, c'est qu'on nous dit, ah, mais oui, mais regarde, les gens font de la discrimination par le prénom. Mais évidemment que les gens font cette discrimination par le prénom. Parce que, quand bien même, administrativement, vous êtes français, c'est ce que se tue a expliqué Zemmour, ça fait des années qu'il parle de ce truc-là, on le prend pour un fou, mais il a parfaitement raison. Pour le corps social, pour les gens, quand vous allez être dans la rue, quand vous allez chercher un boulot, quand vous allez chercher un logement, quand vous allez vous retrouver, évidemment, à être en lien avec le corps social, le prénom va être déterminant, évidemment, pour se faire une idée. Donc les gens ont un préjugé. Vous me dites quoi? Il va falloir combattre le préjugé. Mais tout est fait pour combattre le préjugé. Les gens, s'ils ont ce préjugé, c'est bien parce que les faits les forcent à avoir ce préjugé. C'est tout. Ils ont un préjugé qui est marqué sur les faits. L'expérience, me dire que les gens auraient un préjugé qui serait basé sur rien, juste sur une espèce de peur incompréhensible, irrationnelle. C'est ça la phobie, c'est une peur irrationnelle. Ben, c'est faux. Moi, je dis que c'est faux, justement. Et si... il a évoqué, je me rappelle, on parlait justement de ce sujet de donner des prénoms français, mais c'est pour éviter ça, c'est pour pallier ça, parce que si les gens avaient des prénoms français, ben voilà, il n'y aurait plus cette barrière. Donc oui, je pense que oui, il y a de la discrimination et qui existe. C'est pas une question de vouloir se disculper, mais c'est de comprendre et aussi quand on solutionne, ne pas dire « Ah ben non, mais c'est les gens qui sont malades ». Non, c'est comme ça. Parce que les gens, pour le corps social français, on aura beau expliquer 20 ans, comme le fait Marwan Mohamed, voilà, qui nous dit « Mohamed est un prénom français, l'islam est une religion française, le voile est une tradition française », les Français ne l'accepteront pas. Ils ne pourront pas avaler de telles couleuvres. Et c'est pour ça que les générations, pour moi, d'enfants, d'immigrés qui ont vécu en France, et qui souhaitaient rester en France, ils auraient dû, mais on l'a vu, regardez les communautés asiatiques, elles ont toutes donné des prénoms français à leurs enfants. Et ça, c'est ce signe de cette assimilation, de cette concession qu'on fait à la France, qu'on dit, voilà, bah moi aussi, je vais français, bah, je vais commencer par donner un prénom français à mes enfants. C'est ce qu'ont fait les communautés asiatiques. Hein, vous le savez très bien, dans toutes les communautés asiatiques, ils prennent des prénoms français, et ils ont des noms vietnamiens, cambodgiens, etc. C'est tout à fait courant, voilà. Et eux, ils le voient ça comme ce facteur d'assimilation. Et il faudrait, mais évidemment, là où ça pose un problème, et on le sait très bien, c'est que d'un point de vue musulman, quand on va donner un prénom français à un enfant, bah pour l'enfant ne sera plus musulman. Donc ça empêche de donner un prénom français. Hein, moi, j'ai même des amis qui m'ont dit « Je ne pourrais pas donner de prénom français à mes enfants parce que j'ai peur qu'ils mangent du porc. » Donc, c'est comme ça, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité justement de la doctrine, et que si on veut sortir du réflexe tribal, eh ben justement, on fait cet effort d'assimilation. Alors c'est difficile, peut-être, mais c'est cette concession, je pense, nécessaire
pour se dire qu'on appartient à quelque chose. Parce qu'on ne peut pas appartenir comme ça et dire, bah, moi j'arrive, je pose mes pieds sur la table, je fais ce que je veux. Non, il y a aussi des concessions. Parce qu'il est normal que ces concessions soient faites à l'identité française et pas l'inverse. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'il s'agit de gens qui viennent en France. Donc si c'est des gens qui viennent en France, c'est à eux de se plier aux us, aux coutumes, et si ils souhaitent vivre dans le pays, c'est à eux de s'assimiler. Certainement pas aux Français de marquer une concession. Je ne vois pas pourquoi. La concession des Français, elle est déjà marquée, puisque tout le monde est traité pareil, tout le monde va à l'école, a priori, à part certaines personnes, il faut croire, mais tout le monde voilà, accès aux mêmes droits, à la santé, à l'éducation, au logement. Donc, l'égalité, elle se pratique de ce point de vue-là. Donc, quelle concession on apporte à la France si, justement, on ne projette pas sur ses propres enfants cette concession qui va être l'assimilation, en fait. Alors, allez, les dernières. On me dit, comment vois-tu la France dans 50 ans? Oula, si on est parti, en tout cas, dans ce, comment dire, dans ce qui se passe aujourd'hui, oui, je vois très mal les choses parce que je vois un pays complètement fracturé, complètement partitionné avec des zones. Un peu partout, et on changera de zone comme ça, un peu ce qui se passe déjà en Angleterre. Voilà. J'espère qu'on aura l'occasion d'accueillir des Anglais aussi pour pouvoir en parler, mais c'est aussi une situation qui est très inquiétante de l'autre côté de la Manche sur ça. Alors, on me dit aussi un service militaire et un apprentissage poussé par l'histoire de France avec un investissement conséquent de la promotion de la culture française de la France ne suffirait-il pas à résoudre le problème de l'identité française? Car quand on connaît l'histoire de France, que l'on n'aime pas, on peut clairement dire qu'on n'est pas français et cela ne pourra entraîner un processus naturel. Peut-être aider la remigration. Tout à fait, remettre la France partout. Alors, la refrancisation est nécessaire. Partout, oui, il faut refranciser, partout. Ça, c'est clair. Et ceux qui ne sont pas contents, oui, il faut être intransigeant. C'est pour ça que je parlais de ce choix de la nationalité. C'est symbolique, mais au moins, ça marque les choses déjà. Comme ça, tous les mecs qui vont dire « Ah non, moi, je suis pas français, moi, nique la France et tout », vas-y, tu rends le passeport. C'est simple, c'est du bon sens, c'est de l'évidence. Il n'y a pas de xénophobie, il n'y a pas de racisme, c'est juste du bon sens. Vous ne vous sentez pas français, ok, vous rendez le passeport français et vous gardez votre nationalité. Maintenant, vous êtes un étranger en France, au moins les choses sont claires. Et donc, si vous êtes un étranger en France, il y a des choses qui ne seront plus accessibles aux étrangers en France, certainement. Voilà, et que ça ne vous donne pas le droit, justement, si vous n'êtes pas un Français, de rester indéfiniment aussi en France. Voilà, il faut que les choses soient claires. Il faut remettre de la clarté un peu là-dedans, quoi. Et au moins, c'est clair que voilà, si on pose les choses, les gens auront des choix et ils seront forcés aussi de faire des choix. Parce que le non-choix aussi, ceux qui nous vendent des bisounourseries, ça servira à rien. Ceux qui me diront tout le temps, non mais pas, moi j'ai un pote, machin et tout. Non mais on a tous des potes. Moi je parle de notions générales, je parle de structure. Voilà, je pose le débat à un niveau intellectuel et qu'on enlève le pathos de là-dedans et qu'on essaye de réfléchir sur évidemment des généralités parce qu'on ne fait pas des règles sur des cas d'exception. Hein. Donc pensons à la généralité aussi, c'est important aussi des fois. Hein, parce qu'après on va me dire, ah mais pas d'amalgame, mais oui, mais quand on fait des grands raisonnements comme ça, on ne fait pas des raisonnements sur des petits bouts de personnes. Hein. On est obligé de faire des raisonnements sur des grands nombres. Voilà. Alors, on me dit, puisqu'il y a 20 ans, j'ai eu affaire aux grands frères à la Courneuve, les responsables de leur venue est bien dû à quelqu'un, comme les Américains qui ont créé Daesh ici, nous ont refilé les frères musulmans partout en France. Je ne crois pas que cela soit produit par hasard. Tu en penses quoi? Des quartiers de Paris sont partagés entre les juifs et les musulmans qui ont plein de choses en commun. La bouffe, les tenues longues pour leurs femmes, les uns le foulard, les autres la perruque, les mecs ont la barbe, etc. Où sont les Français? Oui, enfin, les quartiers de juifs et musulmans dans Paris. Moi, je vois des quartiers où, effectivement, il y a des communautés juives dans certains quartiers, mais me dire des quartiers où c'est la plus grande harmonie juif-musulman, j'en doute assez, quoi, enfin, fortement. Après, où sont les Français? C'est une bonne question. Et est-ce que les Américains ont poussé à l'islamisation? Oui, ils jouent un jeu très dangereux, bien sûr, avec nous. Les Américains, mais aussi les dirigeants politiques français, parce que ça fait 30 ans qu'ils accueillent ces frères musulmans, qu'ils accueillent les gens qui sont clairement nos ennemis,
Voilà, quand on parle de guerre, j'aimerais bien savoir où il se situe. Monsieur, j'avais noté son nom, Monsieur Abdelaziz Olambi, le directeur du CRI, que vous avez vu tout à l'heure, qui, lui, se situe où dans cette vision avec le CCIF, les frères musulmans, parce que ces gens-là, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'ils pensent réellement du problème, justement, de cette islamisation. Est-ce qu'ils trouvent ça bien, ou alors ils nous expliquent, justement, que les gens qui veulent se défendre, c'est une attaque contre l'islam. À ce moment-là, vous voyez bien que c'est qui place le curseur de la guerre. Le curseur de la guerre civile, il faut voir qui appelle à la guerre civile. Alors peut-être là, il y aura les sites un peu inspirés pour aller dire qu'il y a des sites qui appellent à la guerre civile plutôt qu'essayer de déblatérer sur d'autres. Mais bon, à l'habitude. Bref, je prends encore les dernières questions. Allez, c'est la fin. Complice avec qui? On parle des pétrodollars, mais de leurs conséquences. Bah oui, complice avec les autorités qui sont corrompues. Parce que de toute façon, on sait très bien qu'il y a une partie de la classe politique qui est payée par les émirs, qui va se coucher devant ces gens, parce qu'ils ont des milliards quand même à disposition. Et on le sait, il y a un livre d'ailleurs qui est sorti pas longtemps encore sur de journalistes sur les conversations, sur les conversations... les relations entre la classe politique et l'ambassadeur du Qatar. C'est assez édifiant de voir toute la corruption et cette complaisance vis-à-vis de ces États qui, oui, sont véritablement, nos ennemis dans leur stratégie. Donc, ça, c'est clair, il faut pas arrêter non plus de le dénoncer. Mais j'aimerais bien entendre, avec moi, aussi les musulmans le dénoncer, parce que c'est ça qui est important. On les entend pas. Regardez, les musulmans qui ont proposé des solutions alternatives, comme Fils de France, qui ont voulu marquer un islam avec la France, ça a échoué. Ça ne séduit pas les musulmans. Il y en a la majorité, ils s'en foutent complètement, parce que ça ne rentre pas dans leur doctrine. C'est deux doctrines qui, pour eux, s'ils ont le choix, ils ont choisi l'islam, ils ne choisissent pas cette espèce de doctrine qui, pour eux, peut-être est un peu schizophrénique, ou trop, mais en tout cas, ce positionnement-là ne séduit pas, n'est pas un positionnement qui fait de loin l'unanimité. Voilà, ce qu'on a vu, ce genre de réunion sur les assises de l'islamophobie, ça a bien plus de succès et de retentissement que les initiatives des musulmans patriotes qui ont bien de peine à se faire entendre, si j'ose dire, et à convaincre leurs coreligionnaires. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore ? Allez, oublierais-tu l'intérêt du système à pousser à la lutte horizontale plutôt que verticale ? Non, j'oublie pas la nature du système, mais à un moment donné, si tu n'as plus du tout d'identité, comme j'expliquais, ça sert à rien ta lutte verticale, parce que tu ne l'appuieras sur plus rien. Parce que l'identité, c'est ce qui reste. S'il n'y a plus d'identité, il n'y aura plus de souveraineté. Et ça ne sert à rien, parce que la souveraineté, elle est liée à un peuple. Et s'il n'y a plus de peuple, le peuple ne demande pas sa souveraineté. Donc tous les combats en vain des soi-disant luttes verticales, soi-disant luttes sociales, mais dans ces luttes sociales, est-ce que aussi... vous pouvez comprendre que dans les luttes sociales, on n'a pas les mêmes intérêts. Parce qu'il y a des intérêts de classe. Parce que l'intérêt, justement, de tous ces gens qui votent PS, qui viennent essentiellement de l'immigration, 93%, on le sait, ont voté PS, et c'est bien normal, puisque le PS va dans l'intérêt de classe de ces gens, qui est de se dire qu'on va continuer avec le système social qui coûte des milliards et qui arrose tout le monde, et on va continuer avec l'immigration massive. Donc ces gens-là agissent et votent pour des gens qui ne votent pas pour l'intérêt national, mais qui votent pour un intérêt communautaire. Et si ils se reconnaissent dans cette politique, parce que c'est leur intérêt, et en plus de ça, de toute façon, in fine, il y aura le réflexe tribal. Le réflexe tribal qui est que, je vais mettre ma communauté, qu'elle soit de couleur, de religion, vous l'appelez, mais les communautés existent, et elles ont souvent des ressorts ethniques, pas tout le temps, mais souvent, et ces ressorts ethniques, ils vont former la tribu, et c'est ce sur quoi ces gens vont se référer à la fin. Et quand ils voteront, je vous dis, là, pour le PS, qui sauvegardent leurs intérêts, mais demain, comme on l'explique dans ces fameuses assises, quand il y aura une assise politique suffisamment forte, ils voteront pour cette assise politique. C'est une évidence. Et ils ne voteront jamais pour ce combat de lutte verticale, ce combat, cette chimérique lutte des classes pendant laquelle
lorsqu'on se bat, on n'aura plus d'identité. Je dis pas je dis chimérique lutte des classes au sens où on a tellement tout perdu autour de nous, et y compris, vous vous rendez compte, nos souverainetés, on décide de moins en moins, il nous reste plus que l'identité. C'est le seul point encore de dénominateur commun qui fait que la France, elle existe encore réellement, parce qu'il y a des gens qui sont attachés à cette identité, qui ne veulent pas la laisser perdre, qui ne veulent pas la laisser mourir. Et c'est ça l'avenir. Tout le reste, pour moi, c'est de la littérature. Quand je dis de la littérature, c'est des problèmes importants. Mais si on ne sauvegarde pas notre identité, ça ne servira plus à rien d'avoir plus aucune lutte verticale, plus aucun combat pour la souveraineté et l'oligarchie, le sionisme ou je sais pas quoi. De toute façon, vous n'aurez plus de peuple. Et donc, si vous n'avez plus de peuple, je ne sais pas sur quoi vous allez vous battre. Voilà. En tout cas, je vais vous dire à bientôt. J'espère que, de toute façon, moi, j'ai pas pu répondre à tout, mais on aura le temps de redébriefer et redébriefer. Pour ceux qui sont là, je vous envoie plein de bisous partout. Pour ceux qui ont regardé jusqu'à la fin, un grand au revoir à la régie, un grand au revoir aux modérateurs connectés, évidemment à tous les métanautes. De toute façon, vous allez encore continuer le débat et tout, il y a encore tellement de choses à dire, mais bon, au moins, voilà, pour que les choses soient un peu posées sur la table, pour les nouveaux, pour les anciens, pour tout le monde, les ex et les futurs, une seule chose, forcément, c'est que si vous écoutez ce combat, c'est que vous êtes la résistance. Ciao, vive la France.